Haïti People Magazine. C'est une belle émission. Haïti People Magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Haïti People Magazine. Je suis ravie d'être avec vous. Nous allons passer de très bons moments ensemble aujourd'hui. Alors, dans notre sommaire, nous retrouvons deux entrepreneurs qui sont venus nous parler de leur entreprise Kaleos. L'un est haïtien et l'autre marocaine. Donc, sans plus tarder, nous les retrouvons tout de suite. Bonjour. Bonjour Venise. Aujourd'hui, il n'est pas tout seul, il est avec Nassera, qui est aussi l'une des fondatrices de Kaleos. Nous allons parler un petit peu de cette entreprise qui existe depuis presque 10 ans. Pratiquement 10 ans. Voilà, pratiquement 10 ans. Et on va, pour les téléspectateurs, revenir un petit peu sur cette entreprise que vous avez créée en Haïti, juste après le tremblement de terre. Effectivement, Kaleos, nous l'avons créé ensemble avec Nassera, avec DJ et Samson. Donc, nous avons créé cette entreprise après le tremblement de terre de 2010. Donc, nous sommes partis du constat qu'il fallait mettre en place des activités économiques pour permettre aux gens de s'en sortir par eux-mêmes. Parce ce qu'on a observé après le tremblement de terre, c'est qu'il y avait beaucoup de dons, beaucoup d'ONG qui étaient sur place, mais dans notre fort intérieur, on s'est dit, il faut pérenniser, il faut mettre en place de l'emploi, il faut mettre en place de l'activité, notamment dans les campagnes, pour empêcher que les gens aillent dans les grandes villes, notamment à Port-au-Prince. Donc c'est ce constat-là qu'on a fait, qui nous a permis de créer Kaleos en 2011. Dites-nous exactement dans quel département se trouve Kaleos. Aujourd'hui, Kaleos est dans la Grande-Anse, à Dame-Marie, à Anse-de-Naut, aux Irois, essentiellement. D'accord. Avec une usine de traitement qui est située à Dame-Marie, précisément. D'accord. Alors, vous êtes marocaine, Nassera, oui. Et vous avez décidé de rentrer dans cette aventure avec Jacqueline et d'autres personnes qui font partie de cette entreprise. Lorsqu'on vous a proposé justement de participer à ça, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que vous avez répondu oui tout de suite? En fait, on ne m'a pas demandé. C'est moi qui me suis portée volontaire. D'accord. Et moi, à la base, mes parents ont immigré en France pour des raisons économiques. C'était des paysans. Et mon père est venu en France dans les années 60 pour travailler. Et j'ai gardé malgré tout un lien très fort avec mon pays d'origine et la campagne d'origine. Et je trouvais l'idée géniale. Et c'était aussi une manière de me rapprocher de mon histoire. Donc c'est pour ça que je me suis portée volontaire dans cette aventure. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça fait presque 10 ans maintenant qu'Kaleos existe. Malgré les problèmes de catastrophes naturelles, les problèmes qu'il y a dans le pays aussi, comment se porte Kaleos aujourd'hui? Kaleos se porte relativement bien. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais je préfère le voir à moitié plein. Mais la situation est extrêmement compliquée parce qu'on enchaîne depuis quelques années des problèmes climatiques, des problèmes politiques. Et ça, c'est pas très bon pour le business, notamment en Haïti. Donc, on essaye quand même de s'en sortir. On essaye de trouver des alliés locaux, notamment une organisation qui s'appelle CRS, qui intervient également dans la Grande-Anse. Donc on essaye de travailler avec eux pour accompagner les paysans, faire en sorte qu'on puisse augmenter le volume de cacao produit sur la zone. Et puis on essaye aussi de mettre en place une fédération de tous les acteurs du secteur, pour justement rendre ces secteurs forts, parce que le cacao, c'est un vrai potentiel d'emploi, c'est un vrai potentiel aussi écologique pour Haïti, parce qu'on subit pas mal de problèmes de déforestation. Donc c'est tout ça qu'on essaye de mettre en place, qu'on essaye de mettre tout ça en musique pour arriver à faire un vrai développement local en Haïti. Alors, combien de personnes, de salariés qui travaillent avec vous? Et parce que j'imagine que beaucoup de personnes ont pu travailler grâce à Kaleos. Alors, avec nos partenaires à la coopérative CODE, à Dame-Marie, et nos partenaires dans les différentes zones de production, on est facilement une trentaine de personnes qui travaillent
sur les périodes de récolte, c'est-à-dire 9 mois de l'année. On a 5 personnes qui travaillent exclusivement pour Caléos, donc toute l'année. D'accord. Et dans les pics de production, on peut doubler facilement le nombre de personnes employées D'accord. dans l'entreprise et les coopératives partenaires. On a créé aussi des métiers qui n'existaient pas forcément sur la zone. Par exemple, on a un responsable de certification parce qu'on est certifié biologique et équitable. Biologique avec l'organisme EcoCert, équitable avec FlowCert. Et on a ces 2 certificats qui nous permettent de vendre la production sur le marché européen. Et en plus, la qualité aussi, la qualité du cacao qu'on vend est très appréciée par les grands chocolatiers en Europe. Justement, j'allais en venir. Comment ça se passe justement, Caléos à l'international? Comment vous procédez justement pour faire venir ce cacao d'Haïti, par exemple, en Europe? La partie la plus importante, c'est la production, c'est post-récolte. C'est-à-dire, c'est l'usine où on met en place, notamment Nacera a mis en place tout un process de fermentation de qualité. Elle pourra donner le détail par la suite. Et ce qui nous permet, et puis on a mis aussi en place des outils à disposition des ouvriers qui nous permettent de mesurer tout ce qui est acidité, tout ce qui est humidité au niveau du produit. D'accord. Et ça nous garantit une qualité vraiment exceptionnelle. Il y a un point important, c'est que aussi on se repose sur une équipe compétente et dévouée qui travaille sur le terrain, qui s'est formée au fur et à mesure et sur qui on compte à 100% et qui garantissent la qualité du cacao à la sortie de la coopérative. Et ça, c'est essentiel. Et quel est le processus justement pour arriver au chocolat du début jusqu'à la fin? Comment ça se passe? Alors, quel est le rôle de chacun? Nous, on est producteurs de fèves. D'accord. Ça, c'est important de le noter. Donc, on exporte des fèves biologiques et équitables. Il y a déjà un processus de production avant, qui n'existait pas dans le sud d'Haïti avant l'arrivée de Caléos. Il y a un processus de fermentation. Donc, les fèves vont être mises dans des bacs de fermentation pendant 5 à 6 jours. D'accord. Il va avoir une augmentation de la température des fèves et les qualités organoleptiques des fèves vont s'exprimer. C'est les goûts. Il y a plein de goûts qui vont se développer au niveau du cacao, qui vont permettre de trouver le cacao typique aux pure origine Haïti. Ce process de production qui est essentiel pour mettre en valeur ces qualités de goût n'existait pas dans la grande danse avant que Caléos arrive. D'accord. Et on est arrivé en 2011 et en 2015, on a obtenu une médaille d'or à Londres comme étant le meilleur chocolat chaud du monde. Wow. Et ça, c'est grâce au travail qui a été réalisé par les équipes sur place, grâce au process qui a été mis en place, et puis grâce aussi à nos clients, qui nous ont permis de participer, que notre cacao puisse participer à ce concours. Et ça, c'est notre fierté. C'est notre fierté et ça, on voudrait le dupliquer, on voudrait augmenter nos volumes pour justement arriver à faire en sorte qu'il y ait un maximum de paysans qui puissent adhérer au programme et créer de la valeur sur le maximum de zones. Mais on dit que maintenant en Haïti, les paysans, il n'y en a plus autant, il n'y a plus beaucoup de paysans qui veulent cultiver la terre, qui veulent faire des choses vraiment de naturel. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver des paysans pour pouvoir travailler avec vous? Justement, lorsqu'on est arrivé sur la zone, le prix d'achat aux paysans était tellement bas qu'effectivement, ça n'intéressait plus les paysans de continuer à cultiver du cacao. Donc, nous, en mettant le prix, en mettant l'accompagnement, la formation, parce qu'on forme aussi les paysans, avec la certification, en mettant en place l'usine, tout ça a créé une émulation auprès des paysans. Et les paysans s'y retrouvent au niveau du prix parce qu'on donne un prix équitable qui permet aux paysans, également aux paysannes, parce qu'il y a pas mal de femmes qui vendent aussi leur production, de payer la scolarité de leurs enfants. Même d'aller vendre, le jour de marché par exemple, ils vont vendre directement la production à l'usine, récupèrent l'argent
et aller directement au marché pour s'acheter à manger. Donc c'est vraiment du développement pur, parce qu'avec le travail dans les champs, ces paysans-là peuvent tout simplement faire vivre leur famille dignement. C'est-à-dire que ce n'est pas des dons, ce n'est pas des subsides qui viennent d'ailleurs, c'est vraiment à la sueur de leur front, oui. Ils peuvent vraiment subvenir aux besoins de leur famille. Et on sait qu'on peut faire plus, et on peut faire plus, et c'est pour ça qu'on travaille dur tous les jours, et on a des projets aussi pour faire plus. Alors, nous allons écourter notre émission pour pouvoir passer à la rubrique juridique avec Jacques Nissi. Merci Venise. Ce soir, je propose aux téléspectateurs le thème suivant. Duvalier, la fabrication des victimes et l'historien. Les acteurs qui labourent le champ de la mémoire peuvent se réjouir du pas qu'ils ont esquissé en tentant de convaincre les juges de la Cour d'appel de Port-au-Prince de déclarer recevable leur plainte contre les tortures et sévices dont ces personnes se déclarent victimes sous le gouvernement de Jean-Claude Duvalier. Pour la première fois, depuis des années, des citoyens haïtiens venaient de franchir 2 étapes significatives. D'une part, ils parvenaient à accéder à cette rare occasion de témoigner, de raconter leurs douleurs, de crier leurs atrocités passées, de verser leurs larmes sur un pan de l'histoire haïtienne. Ensuite, en l'absence d'une commission de vérité et de justice, expérimentée en Afrique du Sud, en Amérique latine, dans des contextes d'après-guerre, les citoyens qui ont vu rejeter 2 fois leur plainte contre Jean-Claude Duvalier ont tenté de recomposer l'histoire de cette période sombre d'Haïti, mais à leur manière, en l'intégrant à un mode de représentation du passé. Et sans préjuger de la suite qui sera réservée aux plaintes contre Duvalier, on est en droit d'applaudir le courage de ces juges qui seraient tentés d'imprimer une image sérieuse à la justice haïtienne. L'action entreprise par les victimes dépasse leur simple personne, elle n'a de sens que dans un cadre collectif. La façon dont elles se souviennent des souffrances et la façon dont elles le font, loin d'être rapportées aux désirs individuels, participent de la construction d'une nouvelle invention. Les personnes qui ont survécu aux atrocités du régime duvalieriste ne sont nécessaires à la société actuelle que si celle-ci éprouve le besoin d'entretenir la mémoire des actions de la dictature duvalieriste. Le statut de ces victimes est fragile parce que depuis 20 ans, le procès du duvalierisme ne s'est fracassé que contre un jugement de pacotille contre Roger Lafontaine, cet ancien ministre de Jean-Claude Duvalier. Ce procès, à défaut d'être le procès du duvalierisme, après celui de Luc Désir en 1986, n'a pas été un exemple, car il ne s'agissait pas de punir les bourreaux, ni émouvoir la société, mais que la conscience des bourreaux fut transformée. Et les besoins de la reconnaissance du statut de victime sont de 3 ordres. D'abord, le retour triomphal de Jean-Claude Duvalier en Haïti dans un contexte trouble, alors que quelques semaines plus tard, un ancien président revenait de son exil sud-africain. Duvalier a été convoqué par la justice. On a assisté à une véritable suspension du pouvoir judiciaire. Le deuxième facteur de reconnaissance du statut de victime, c'est la banalisation des lieux où furent torturés des milliers d'Haïtiens, pliés sous la férule des bourreaux les plus cyniques, des fonctionnaires les plus zélés, des militaires, des policiers. Et enfin, le statut des victimes finit par émerger suite à une mobilisation des victimes, et on ne saurait la négliger. Elles ont pu constituer, au terme de plusieurs années, des collectifs. Et si ces structures sont traversées par des divergences idéologiques, les différences de trajectoire, soutenues par des organisations internationales et des organisations de défense, sont animées par des entrepreneurs de cause qui se définissent autour d'un travail de définition du statut de victime. Ni mémoire obligée, ni mémoire empêchée, ni mémoire manipulée, la période duvalieriste doit être objet d'études des historiens pour qu'ils y appliquent leurs méthodes, leurs analyses et leur objectivité. Merci à toi, Jacques Nissi, et puis à la semaine prochaine. Alors, donc, on revient avec nos 2 invités qui sont là pour nous parler de leur entreprise Caléos. Vous êtes partis en Haïti de nombreuses fois, justement, pour Caléos. Comment ça se passe en Haïti? Quelles sont les personnes, justement, qui sont avec vous? Et surtout, quelles sont les personnes que vous ciblez pour pouvoir vous aider à évoluer avec Caléos? On collabore avec CRS
notamment pour le travail dans les champs, notamment avec Stéphane Jean-Pierre. Donc c'est quelqu'un avec qui on collabore énormément. On essaye de collaborer aussi avec la coopération suisse. On essaye de collaborer avec beaucoup d'organisations et également auprès de l'État haïtien, le FDI. Donc on essaie de collaborer avec le FDI parce que notre ambition c'est vraiment de pérenniser ce programme, d'augmenter nos capacités. Et ça on a des projets, on va dire, qui sont dans les cartons pour arriver à augmenter ces volumes. Donc lors du dernier voyage, Kaléos a pu amener sur place notamment Madame Michaël Jean, ancien gouverneur général du Canada, également Monsieur Didier Lebray, ancien ambassadeur de France en Haïti, qui ont fait le déplacement exprès pour venir voir justement le programme, venir voir les paysans. Donc on a été dans les montagnes, rencontrer des paysans. Les gens n'en revenaient pas en disant qu'un ancien gouverneur général du Canada qui vient dans leur case pour discuter avec eux. Ouais. Et ça, c'est toute la simplicité du projet et les gens adhèrent à ce projet. Et ce projet, c'est vraiment un projet de développement pour Haïti. Donc c'était un retour quand même très positif. Est-ce qu'il y a des projets qui sont mis en place, il y a des choses qui vont être mises en place avec ces gens-là, comme Michaël Jean, ainsi que les personnes qui sont venues avec vous? On travaille là-dessus. On travaille là-dessus parce que les choses sont compliquées avec Haïti. C'est compliqué avec Haïti, mais on y travaille et on y croit. Je pense que vous avez eu l'occasion d'aller justement en Haïti. Je ne sais pas si vous avez été assez souvent. Comment ça se passe? Strictement aucun problème pour s'intégrer en Haïti. Enfin, je ne l'ai pas ressenti. Bien sûr, il y a un décalage avec ce que moi je connais. Oui. Mais strictement aucun souci pour s'intégrer, pour aller à la rencontre des gens. Les gens viennent facilement à notre rencontre. Donc, Et vous étiez dans ce domaine auparavant? Non, pas du tout. Vous Moi, je gère des projets informatiques, donc ça n'a strictement rien à voir. D'accord. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas parti avec des gros budgets, on n'est pas parti avec quelque chose d'extraordinaire à mettre en œuvre. Hein. C'est ensemble qu'on a pu monter cette entreprise. Et c'est pour ça qu'elle résiste malgré tout aujourd'hui, malgré toutes les difficultés. On voit que les entreprises ont beaucoup de mal à survivre dans ce contexte politique. Aujourd'hui, notre entreprise, elle résiste parce qu'elle est basée, elle a des bases solides avec des gens qui étaient là depuis très longtemps et qui ont tenu malgré toutes les difficultés. Donc ça, c'est important de le noter. On est sur un modèle où on met l'humain au centre. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent qui est au centre. Donc à travers ce qu'on fait, c'est, comme je te dis précédemment, c'est du développement économique, social, écologique qu'on fait sur place. C'est-à-dire on n'est pas sur un modèle où on va faire un one-shot, c'est-à-dire on va venir, on va prendre 300, 400, 500 000 dollars pendant une année, puis on s'en va. Non, on n'est pas du tout sur ce modèle-là. On est sur un modèle, on va avancer progressivement. On a avancé progressivement avec nos partenaires, notamment la CODE. La CODE, qui est une coopérative qui existe depuis 1984, qui est dirigée par un président qui s'appelle Gessner Laguerre, son vice-président Jean-Marie François, et le trésorier Jean-Frido Forestal, et également Bonnet Pierre-Louis. Donc ce sont des gens qui sont ancrés dans la paysannerie, et c'est des gens de confiance, ce sont des gens de confiance. Et pourquoi une coopérative qui existe depuis 1984 dans un contexte tel que Haïti continue encore à exister? Parce que ce sont des gens sérieux. Ce sont des gens, quand ils disent oui, oui c'est oui, non c'est non. Il n'y a pas besoin de contrat avec 15 000 pages, c'est-à-dire leurs paroles suffisent. Donc ce sont des gens comme ça que Haïti a besoin. C'est ces gens-là qui nous permettent justement, à travers les tempêtes, quand je parle de tempêtes, c'est pas forcément cyclonique, mais à travers les difficultés, à travers les difficultés, ces gens-là nous sommes main dans la main, épaule contre épaule, et on avance ensemble face aux difficultés, que ce soit les difficultés politiques, les manifestations, etc. On avance ensemble, on résiste ensemble. Et c'est pour ça que je tiens à leur rendre hommage, parce que ces gens-là font honneur à leur pays, font honneur à notre pays.
on permet aux jeunes de rester à la campagne, de ne pas aller dans les grandes villes ou de ne pas s'exiler dans un autre pays. On a vraiment une équipe de jeunes formés sur place. Et qui ont un salaire qui leur permettent de vivre et d'avancer. Donc c'est vraiment ce modèle-là que nous, je le répète à l'envi, qu'on veut dupliquer un peu partout dans le pays. Et c'est pas difficile, ma question s'adresse à Nassira, justement de travailler à distance, puisque je suppose que vous pouvez pas partir en Haïti tout le temps. Et comment ça se passe pour vous? Comment vous travaillez à distance avec Haïti? On travaille sur WhatsApp. Tout simplement. Ouais, c'est ça. Mais sur WhatsApp, tu es avec les gens en permanence. Hein. Oui, bien sûr. Donc, tu peux suivre la production, tu as des photos, tu as des vidéos. Tu peux organiser des réunions et suivre. Et puis après, c'est essentiellement la confiance qu'on a dans les gens. On va dire le projet, quelque part, est plus grand que nous parce que ce qu'on fait, on le fait pas que pour nous. On le fait pour un nombre de paysans assez conséquent, près de 2000 petits producteurs. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que ces paysans-là, on leur permet vraiment de sortir de cette spirale de la misère. Et c'est ça qu'il faut, en grande majorité, dans le pays. Donc j'adresse aussi un message à l'ensemble de la diaspora. Justement, Voilà, il faut pas s'attendre à avoir 10 millions pour dire je vais investir en Haïti. Non, on peut commencer, trouver un secteur, éviter le cacao, parce qu'on est déjà dans le cacao. Là, c'est la concurrence. Voilà. Trouver un secteur et fédérer autour de vous des gens de confiance, etc. Et créer de la valeur. Et c'est à travers la création de valeur, la création d'emplois, création de richesses, où on va faire vraiment du développement. Parce que nous, en parallèle on va dire de l'aspect production de cacao, il y a aussi un autre aspect. Il y a l'aspect écologique, oui, où on est à près de 400 000 arbres de plantés depuis 2012. On a eu des partenaires. C'est énorme. Voilà, on a eu différents partenaires. Donc le partenaire principal, c'est Haïti Vert. Et également Reforestation, avec un partenaire avec lequel on a planté beaucoup d'arbres. Donc on est aussi sous cet enjeu-là, le changement climatique. Notamment, on n'est pas que dans la Grand'Anse, on est également dans le département des NIP. D'accord. Donc ça, peut-être Nassira va en dire un peu plus. Oui. Ça aussi, c'est un pilier de notre développement. Et c'est une vraie question aujourd'hui à Haïti. Comment les institutionnels et les ONG se positionnent pour faire du vrai développement dans leur mission, pour rester dans leur mission, en phase d'entreprise sociale et solidaire. Ça reste un point d'interrogation. Oui, un dernier mot. Un petit dernier mot, c'est que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, peuvent justement voir ce que Kaleos réalise, notamment sur la page Facebook de Kaleos. Également, il y a le site internet. Il y a également la page d'Haïti Vert. Donc tout ça, vous pouvez voir l'ensemble des vidéos, vous pouvez voir pas mal d'informations sur qu'est-ce qu'on fait, avec qui on travaille, etc. etc. Notre philosophie. Notre philosophie aussi. Ouais. Merci infiniment. Alors, notre émission s'achève, donc on se retrouve très très bientôt dans votre émission Haïti People Magazine sur votre chaîne Info Musulmane. Au revoir. Haïti People Magazine. C'est